Bonjour Pierre-Yves, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre intervention? Bonjour Karima, merci beaucoup de m'avoir convié à cette présentation. Donc, je m'appelle Pierre-Yves Ginet, je suis co-rédacteur en chef du magazine Femmes ici et ailleurs, avec bien évidemment une co-rédactrice en chef qui s'appelle Sandrine Boucher. J'ai été grand reporter pendant une vingtaine d'années et j'ai été membre du Haut Conseil à l'égalité nommé par le Premier ministre de 2016 à 2019. Et moi, je souhaiterais vous parler de mon parcours, de l'information et de l'enrichissement que nous apporte l'égalité pour toutes et tous. Merci Pierre-Yves, nous vous écoutons. Donc, comme je viens de le dire, j'ai été grand reporter en fait sur une quinzaine d'années. J'ai fait une trentaine de reportages dans autant de pays de la planète, du Pérou à l'Argentine, en passant par l'Afghanistan, la République démocratique du Congo, le Soudan, le Tibet, le Cambodge, etc., etc. Et tous ces reportages avaient un point commun, c'est qu'ils étaient consacrés, dédiés à des femmes en lutte, des femmes en mouvement, des femmes en résistance. Des femmes en résistance par rapport aux questions de droits des femmes, mais également des femmes en résistance, en lutte, sur des questions qui n'ont rien à voir avec les droits des femmes face à la maladie, face à des maux sociétaux qui les entourent et qui avaient vraiment rien à voir avec la question de la place des femmes dans la société. Euh, et j'ai travaillé, par exemple, on parle beaucoup de l'Afghanistan en ce moment, donc je suis allé, j'étais à Kaboul avec l'association Negar, qui a été la première association à organiser des classes clandestines sous les talibans et qui malheureusement en ce moment est en train de devoir recommencer ce qui se passe. J'ai travaillé, je vous l'ai dit, en République démocratique du Congo autour de femmes œuvrant contre le viol utilisé comme arme de guerre. J'ai travaillé au Pérou sur la question des stérilisations forcées. Je m'empresse de dire également que j'ai travaillé également dans nos pays, parce que la question reste également prégnante, même si elle est très différente, les contextes ne sont pas du tout les mêmes dans nos pays. J'ai travaillé en France, j'ai travaillé en Belgique, j'ai travaillé dans plusieurs pays européens sur ces questions-là. Et ce que j'en retiens, c'est deux choses. C'est d'abord insister sur l'universalité des violences faites aux femmes, l'universalité de la domination des hommes. Euh, c'est quelque chose, on parle souvent, on dit c'est pire ailleurs, c'est oui, il y a des différences flagrantes, bien évidemment, mais c'est une constante universelle. C'est de partout. De partout, les femmes sont victimes de violences. Quand je dis violence, je pense à l'ultra-violence, je pense aux violences dans le sein du couple, je pense aux violences dans l'espace public, mais je pense aussi à des violences plus ordinaires, moins gradées dans l'échelle de la justice. Leur place dans la rue, les discriminations à l'embauche, le plafond de verre dans les entreprises, etc., etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, il faut avoir conscience de cette universalité de la domination des hommes et des violences faites aux femmes. Et de l'autre côté, il y a une universalité qui est très importante et à mon avis dont on ne parle pas assez. C'est que de partout, et je vais rajouter de tout temps, des femmes se battent contre ces violences. Deux femmes se dressent pour faire changer les choses. Des femmes se réunissent, agissent pour obtenir ces droits, pour obtenir cette égalité. C'est également une constante que l'on retrouve de partout. On a souvent tendance, et dans l'information, et je vais y revenir, à voir uniquement des femmes victimes de ces violences. Oui, elles sont victimes de ces violences, mais à côté de ça, certaines d'entre elles, pas toutes, mais certaines d'entre elles, se réunissent, agissent et luttent contre ces violences parce qu'elles aspirent toutes, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, leur tradition, les continents, etc., elles aspirent à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une autre constante universelle. Partout, des femmes agissent pour cette égalité. Euh, donc, vraiment avoir conscience de ça. Et je voudrais rajouter un point, c'est que, et c'est un témoignage un petit peu personnel, mais moi qui ai travaillé avec ces femmes, je dis de toutes les couleurs, souvent, euh, c'est fou la richesse qu'on prend quand on va les voir et quand on les écoute. Et quand on regarde notamment celles qui luttent, celles qui se dressent, celles qui disent non à un moment donné, euh, moi, je saurais pas, enfin, je saurais pas dire à quel point elles m'ont enrichi, à quel point elles m'ont renforcé, à quel point elles m'ont changé.
à quel point je leur dois l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai 54 ans, je travaille sur l'égalité depuis 25 ans, et la personne qui vous parle aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même que celle qui parlait il y a 25 ans, et c'est grâce à elle. J'ai eu la chance aussi d'avoir parmi mes marraines pour ce travail des personnages exceptionnels d'ailleurs et d'ici. Sur celle d'ici, je penserai notamment à Lucie Aubrac, je penserai notamment à Marie-Josée Chambardelot, avec qui j'ai passé beaucoup de temps et à qui je dois énormément, de ma façon de voir le monde aujourd'hui, de mes engagements, de ma façon de concevoir cet engagement. Et c'est à toutes ces femmes que je le dois. Donc, je ne suis pas là pour vous parler de moi, parce que ça intéresse personne. C'est juste pour vous dire que quand on ouvre la porte et qu'on va leur parler, quand on a la curiosité de les écouter, on s'enrichit, on change, on devient plus fort. Et si je vous dis ça, c'est que si on écoute ces femmes, je crois qu'elles ont une clé pour que le monde aille probablement un peu moins mal, en tout cas qui va aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui bénéficie, l'égalité. Écouter ces femmes, les suivre, c'est quelque chose qui bénéficie à toutes, mais également à tous. C'est quelque chose de formidable. Ça va changer, et notamment pour les hommes, qu'on soit clair, c'est nous qui sommes du bon côté de la table, c'est nous qui sommes les dominants, il va falloir faire la place. Ça veut dire ne pas focaliser, ne pas monopoliser le pouvoir comme nous le faisons aujourd'hui. Oui, il faut accepter de laisser une partie du pouvoir. Personnellement, ça ne me pose pas de problème parce qu'il n'y a pas que le pouvoir dans la vie. Mais derrière, il faut bien avoir conscience que nous avons beaucoup de choses à gagner. Et quand je dis nous avons beaucoup de choses à gagner, nous avons beaucoup de choses à gagner en tant qu'individu et nous avons beaucoup de choses à gagner en tant que collectif. Et quand je dis collectif, que l'on parle d'une société, l'échelle de la société française par exemple, que l'on parle d'une entreprise, que l'on parle d'un couple, que l'on parle d'un groupe amical, quel que soit le collectif en question, quelle que soit l'ampleur de ce collectif, nous avons beaucoup à gagner, y compris les hommes. Il faut faire de la place, il faut abandonner des choses, mais derrière, moi en tout cas c'est ce que je crois, nous sommes vraiment gagnants par rapport aux perspectives qu'offre l'égalité. Et il faut y aller. C'est compliqué, ça prend du temps, ça ne va pas changer comme ça, c'est un changement culturel. Une culture, ça ne se change pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, il faut partir sur ce chemin parce que ça vaut le coup et parce que c'est enthousiasmant en fait. Derrière, je pense à des femmes en particulier. Je vous ai parlé de Lucie Aubrac et Marie-Josée Chambardelot. On parle beaucoup de l'Afghanistan en ce moment. Et je pense à une des femmes avec qui j'étais encore hier, qui s'appelle Shukriya Haidar, qui est une des leaders politiques de l'Afghanistan en exil depuis très longtemps. Et Shukriya, avec son groupe Negar, sont celles qui avaient lancé les premières classes clandestines sous les talibans, qui vont recommencer. Et c'est la femme qui a réuni des femmes sous les talibans version 1, il y a plus de 20 ans, et qui avait réuni des femmes au Tadjikistan, et qui a réussi à faire changer complètement le cours de l'histoire en avertissant, en informant, en mobilisant d'abord des femmes du monde entier sur le sort des femmes afghanes, et puis derrière les populations, et puis derrière seulement nos politiques de tous nos pays qui se sont intéressés à la question des femmes afghanes. Et la fin de l'histoire, tout le monde la connaît avec cette invasion en 2001. C'est une femme qui n'est pas rentrée dans les livres d'histoire alors qu'elle a écrit l'histoire. Et là, il faut qu'elle recommence. Je pense à Justine Masika-Biamba, qui est au Congo, qui a sauvé on connaît toutes et tous maintenant Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, eh bien, qui est à Bukavu. Eh bien, Justine Masika-Biamba est de l'autre côté du lac Kivu, à Goma, et elle a sauvé 18 000 femmes depuis une vingtaine d'années à peu près, un peu plus, autour de ces questions des violences faites aux femmes et des exactions terribles qui sont dans cette partie du monde. Je pense là j'ai mon esprit qui part, c'est-à-dire je pense à plein de gens, tellement j'ai eu la chance d'en rencontrer et tellement je suis riche de ces rencontres. Je pense à Hilaria Supa-Waman, qui est une péruvienne, une petite femme des montagnes habillée en costume traditionnel, etc., et qui a réussi à faire condamner un président, en fait, sur des stérilisations forcées qui ont touché plus de 300 000 femmes péruviennes, principalement des ethnies Quechua et Aymara.
Et ça part d'une petite femme dans les montagnes qui va voir sa voisine et en lui disant on ne peut pas laisser faire ça. Et puis petit à petit, elles sont 2, 3. C'est pas linéaire, elle se casse la figure, elle recommence, personne ne veut d'elle, etc. Et puis c'est un combat de 25 ans et au bout de 25 ans, on a Alberto Fujimori là qui va être jugé pour ça et condamné. Donc voilà, je pense à des personnages comme ça, j'en aurai des centaines, des personnes qui ne rencontreront jamais dans l'histoire, des rencontres parfois avec des petites femmes qui n'en sont pas, qui sont plutôt des géantes, qui ont fait quelque chose à l'échelle de leur village, à l'échelle de leur famille, à l'échelle de… c'est de la micro-action en termes d'ampleur, mais qui change le monde, en fait. Et qu'est-ce qu'on perd en ne regardant pas dans cette direction? C'est quelque chose de dingue. Donc voilà. Et en fait, je voudrais terminer sur un point, c'est que en regardant ces femmes, en les écoutant, moi, j'ai changé. Je sais que les gens autour, avec les reportages que j'ai ramenés, ont changé aussi. Je ne suis pas en train de vous dire ont changé du tout au tout. Je ne suis pas en train de vous parler de baguette magique. Mais en tout cas, ça fait évoluer le cerveau. Et en termes de stéréotypes, puisque la question des inégalités entre les femmes et les hommes est souvent sur la base de stéréotypes, et ben ça bouscule les stéréotypes. À un moment donné, je vais le dire de façon simpliste, hein, je vous prie de m'en excuser, mais quand on parle des heures et des heures avec Lucie Aubrac, Marie-Jo Chambardelot, Choukria Haidar, Taslima Nasrine, etc., l'inégalité entre les femmes et les hommes, c'est quelque chose qui n'a aucun sens et ça vous crève les yeux. C'est-à-dire que ces femmes ne sont pas inférieures à moi, bien au contraire. Et donc, pourquoi elles auraient… Voilà, et quand on voit tout ce qu'elles ont apporté. Donc, c'est montrer ces rôles modèles, en parler davantage, et pas seulement les Marie Curie, la voisine d'à côté qui fait des choses formidables aussi, avoir toute une gamme de rôles modèles. De la même façon que moi, en tant que garçon, j'ai cette gamme de rôles modèles, des plus grands aux plus petits. Depuis tout petit, j'en ai partout autour du ventre. Et ben, avoir également des rôles modèles féminins pour les femmes, évidemment, mais aussi pour les hommes, ça change la façon de concevoir le monde, ça piétine, ça écrabouille, ça dilapide façon puzzle les stéréotypes et ça nous amène à réfléchir le monde autrement et à le voir autrement. Donc c'est quelque chose de très très puissant qui est un peu décrié parfois alors qu'en fait c'est d'une puissance infinie. Juste à écouter, on s'enrichit, on change. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Pierre-Yves, pour cette vision internationale et ce dynamisme qui fait beaucoup de bien. J'avais une question à vous poser. Pourquoi, vous qui êtes un homme d'information, pourquoi pour vous c'est important de s'informer? Bah, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'en fait, sans avoir cette information, sans aller la chercher, aujourd'hui c'est compliqué avec les réseaux sociaux, on passe notre temps là sur nos smartphones avec des trucs, on ne sait pas si c'est vrai, pas vrai, etc. Aller vers l'information, revenir à cette démarche citoyenne, vraiment j'insiste sur le mot, une démarche citoyenne d'aller vers l'information. Ça permet de nous enrichir. C'est fou comme on s'enrichit. Parfois on change d'avis grâce à l'information. Et c'est un enrichissement. Ça permet de nous solidifier. On est plus fort dans nos convictions, plus forte dans nos convictions. Ça permet de nous ouvrir les yeux, mais vraiment, et d'apercevoir le monde différemment. Des fois, on trouve une information, on se dit, bah, tiens, bizarre, je ne pensais pas ça. Ah mais tiens, cette femme, pourquoi elle dit ça? Puis on se gratte la tête et puis on va creuser plus loin, on cherche d'autres informations. Vraiment, je pense que c'est quand je dis démarche citoyenne, c'est que l'information, on en a besoin pour être citoyen et citoyenne. Donc, avoir cette information qui parle des femmes également, comme des hommes. L'information sur les femmes, elle n'est pas plus ou moins intéressante que celle des hommes. Juste, on n'y a pas accès. Aujourd'hui, dans l'information que nous recevons, dans 80% des cas, l'info nous parle d'hommes. On n'est pas du tout dans l'égalité. Et quand elle parle des femmes, c'est souvent dans des rôles stéréotypés. Alors qu'en fait, l'actualité des femmes, elle est aussi diverse que celle des hommes. Donc, avoir accès à cette information diverse, et c'est bien évidemment ce qui nous anime depuis toujours au magazine Femmes ici et ailleurs, c'est de montrer cette information des femmes parce qu'elle est enrichissante, parce qu'elle nous renforce, parce qu'elle nous rend citoyens. Et ça nous permet de voir, je sais que vous avez interviewé Claudine Monteil dans le cadre de ces conférences, voilà, avec ces grandes luttes des années 70, par exemple, bah, moi qui suis un homme, je suis d'une reconnaissance infinie envers Claudine, comme envers Gisèle Halimi, comme envers Simone de Beauvoir, etc. Elles ont changé nos vies, elles ont changé nos relations dans le couple, elles ont changé nos relations intimes dans le couple. Voilà, enfin, c'est un bouleversement. Et nous leur devons ça.
À l'époque, elles étaient traitées d'hystériques et tous les qualificatifs, voilà. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on leur érige des statuts et c'est bien normal parce que nous leur sommes redevables et c'est quel temps perdu en fait. Parce que Claudine Monteil, il y a 50 ans, on devait déjà lui ouvrir une rue, Claudine Monteil, mais j'en suis pas là parce que si elle m'écoute, là, elle va m'en vouloir. Mais voilà, nous leur sommes vraiment redevables. Moi, je suis admiratif en fait. Je suis admiratif de Claudine Monteil, de Gisèle Halimi, de Justine Massika-Biamba, de Choukria Haidar, de Taslima Nasrine. Et si vous me laissez le micro, dois pouvoir faire 48 heures non-stop à vous donner des noms, tellement il y en a. Et où il y a une anomalie, c'est que ces noms-là ne sont pas dans nos livres d'histoire aujourd'hui et que ces noms-là, et celles d'avant, hein, bien évidemment, ne sont pas dans la presse non plus, ne sont pas dans la presse d'information. Et notre rôle, Famille ailleurs, c'est de mettre ces noms et leurs actions dans l'information parce que cette information nous enrichit de leurs actions et nous ouvre un peu les chakras par rapport à ces questions d'égalité. Quand on côtoie ces femmes, quand on regarde ce qu'elles font, l'inégalité n'a aucun sens. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Merci beaucoup à vous, Karima.